Bonsoir Paris, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir été aussi nombreux à écouter le premier épisode. Je suis vraiment heureux de vos retours et de vos conseils. Dans ce second épisode, après YouTube, j'ai décidé de parler de télé-réalité. C'est un sujet qui me fascine un peu, mais dont je parle peu avec mes proches parce qu'il y a toujours ce côté honteux et puis parce que, à part moi, qui se soucie vraiment des blanchiments dentaires de Julien des Marseillais ou des déboires amoureux de Kevin et Carla. Mais début janvier, une ancienne candidate de Secret Story, Morgane Anselme, a publié sur sa chaîne YouTube un témoignage assez glaçant sur les coulisses de cette télé-réalité à laquelle elle a participé en 2011. Et là, en l'écoutant, j'ai eu envie de parler concrètement de cette télé-réalité qu'on moque souvent et surtout de l'après, de la survie sur Internet face à l'économie de l'attention, à la hate, au drama, aux partenariats parfois un peu foireux. Morgane Anselme a accepté de discuter un peu avec moi. Vous l'entendrez en deuxième partie d'émission. Mais pour commencer, et enfin pour pouvoir parler sérieusement de télé-réalité avec quelqu'un sans me sentir un peu gêné, j'ai fait appel à Gabriel Piozza, donc un camarade journaliste qui connaît tellement bien le milieu qu'il pourrait vous ressortir un gif de la saison 4 des Anges de la télé-réalité, juste pour avoir la parfaite répartie dans un tweet. Donc je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous. Salut Gabriel, ça va ? Salut, ça Merci beaucoup de revenir dans cet épisode rémunéré en bière. C'est comme ça que j'aime, parfait. C'est parfois mieux payé que certaines piges de journalistes, vraiment. j'ai l'impression. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas forcément ? Oui, alors je suis journaliste pour Vanity Fair France. J'écris principalement sur les séries et tout ce qui touche à la pop culture. Et je suis depuis ma tendre enfance passionné de télé-réalité et un peu comme toi j'ai mis du temps à trouver des gens avec qui je pouvais en parler sans baisser les yeux. Il y a un moment où ça bascule avec quelqu'un, Ouais. tu dis il sait que je sais, Exactement, je sais qui c'est, ouais, et là ouais. tu commences à pouvoir dropper des noms, des Jessica. Exactement, ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans ce genre d'émission ? C'est juste regarder purement au second degré ? Enfin, quel intérêt t'y trouves ? Je pense qu'il y a énormément de second degré. Enfin, il y a une grosse partie de second degré, mais qui tient à chaque fois au début de chaque saison, quoi. Je veux dire, il y a une nouvelle saison des Marseillais qui va sortir et je vais être là à me dire que je vais regarder ça parce que c'est sympa, et puis finalement au bout de 2 épisodes, comme chaque année, je suis pris et je pense que je suis arrivé à un moment où j'ai même plus besoin de me cacher sous l'excuse du second degré, quoi. Ouais. Là c'est full sérieux. Non, mais c'est comme de la même manière que ouais, je peux suivre une série sur 15 saisons si vraiment elle est un peu putaclic sur ses cliffhangers. La télé-réalité a bien compris ses codes et du coup je suis complètement Ouais, ça fonctionne pareil, ouais, hein, ouais. les fins d'épisode, dans le prochain épisode, etc. Exactement. Et c'est fait pour garder les gens. Ouais. Il y a aussi il y a la partie émission, hein, qu'on suit par saison régulièrement avec les Marseillais, etc. C'est une vraie industrie, hein, les tournages s'enchaînent. Et il y a aussi la partie réseaux sociaux. Tu en suis, ça t'intéresse. Moi je les regarde de temps en temps, mais je sais que tous les jours il y a du contenu, tous les jours il y a potentiellement un peu du drama à suivre, quoi. Alors justement tous les jours il y a du contenu, ce qui fait que c'est très dur de suivre quand même. Toutes les personnalités de télé-réalité, c'est impossible de toutes les suivre tous les jours. Ça demanderait juste d'être rémunéré pour faire ça. Je suis pas encore rémunéré pour faire ça. Ça viendra. Et mais j'en suis quelques-uns. Moi, par exemple. Ma niche, si on peut dire, c'est les Marseillais. Vraiment, je choisis les Marseillais plutôt que les Anges parce qu'on est obligé de faire des choix. Il y a beaucoup trop de contenu. Mais du coup, ouais, je les suis principalement sur Instagram. Ouais. Parce que j'utilise beaucoup Instagram. Peu sur Snapchat parce que j'utilise peu Snapchat. Alors qu'ils sont beaucoup sur Snapchat. Alors que c'est beaucoup plus intéressant de les suivre sur Snapchat. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils osent plus. Comme c'est un réseau assez fermé, alors qu'ils savent très bien que les gens ils vont faire des captures vidéo et que ça va être diffusé sur YouTube et tout. Mais j'ai l'impression qu'effectivement ils se lâchent
plus. Enfin, c'est un peu plus crade, quoi. Non, totalement. Moi, quand j'ai commencé à les suivre sur Instagram, c'était pour avoir tout le drama qui est pas montré à l'écran entre 2 saisons. Sauf que tu comprends vite que Instagram, c'est une espèce de vitrine pour les selfies retouchés et le placement de produits, c'est tout. Tandis que tout ce qui est règlement de compte, explication, mise au point, c'est sur Snapchat que ça se passe. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant que t'en parles parce que moi, un de mes clashs préférés, j'avoue, je regarde de temps en temps la vidéo, c'était Marvin et Enzo qui se clashaient par Snap interposé. C'était fin 2017 et ils sortaient des Princes de l'amour de cette époque-là. Et franchement, j'adore le réécouter. Gros fils de pute, là je viens de tomber sur tes vidéos là, sur tes snaps. Je vais rétablir la vérité là, espèce de petit patrin. Quand j'étais dans la villa et que je t'ai calmé comme une salope. Tu te rappelles quand je t'ai calmé, quand t'as voulu faire le fou avec Tiffany et que je me suis levé, je dis qu'est-ce qu'il a lui, je vais le monter en l'air. T'es resté assis comme une salope sans broncher, parce que je le savais c'était qui le patron. Le patron c'était moi. Peut-être que j'étais prétendant, mais en tout cas je te mettais à l'amende. Pareil, quand dans la piscine t'as voulu me jeter dans l'eau, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Je t'ai pris, je t'ai levé et je t'ai mis dans l'eau comme une merde. Est-ce que tu veux que je te demande aux gens qui étaient présents? C'est vraiment, je pense, et c'est pour ça que je suis super heureux que ça soit tout de suite remis sur YouTube parce que. Mais moi perso, c'est ce qui m'aide vraiment justement à suivre, c'est que il y a des peut-être des dizaines de comptes qui sont vraiment dédiés à juste faire des recaps de ce qui se passe, voilà quoi. Et comme c'est beaucoup trop compliqué de tous les suivre et d'aller suivre leur story, moi je passe mon temps à me faire attraper par les petites les vignettes, les petits clickbait sur YouTube. Et globalement, ce qui est aussi assez notable chez les stars de télé-réalité sur les réseaux sociaux, c'est que c'est vraiment celles qui, j'ai l'impression, sont les plus présentes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quotidien, quoi. Là où, je sais pas, on va parler des acteurs classiques, etc. Eux, ils postent de temps en temps, les stories, c'est un peu encore obscur pour eux et tout. Voilà, ils utilisent des emojis MDR et tout. Enfin, c'est encore un petit peu à l'ancienne, on va dire. Les youtubeurs, tout ça, c'est plus quotidien et encore, mais les stars de la réalité, c'est en permanent. Je veux dire, Julien, il se filme en train de conduire sa belle bagnole. Tous les jours. C'est vraiment un truc. C'est indispensable, c'est toute leur vie, j'ai l'impression. Oui, mais je pense que ça s'explique simplement par le fait qu'un acteur, il peut entre 2 tournages ne rien poster, son film va sortir et il aura toujours la célébrité qu'il a. Je pense qu'il y a un vrai enjeu il y a un vrai enjeu d'exister en ligne et je pense que c'est même lié avec le fait que plus tu as une fanbase quand tu es dans la télé-réalité, plus t'as de chances d'être recontacté pour une émission. Parce qu'il y a ça aussi, là en ce moment on a tellement de candidats de télé-réalité que il faut faire ce qu'il y a à faire pour être appelé, quoi. Ouais, c'est vrai que souvent ce qui se passe, c'est qu'ils commencent soit en tant que candidat face à d'autres candidats déjà un peu établis dans les Princes de l'amour, et ensuite le but c'est de rester le plus de semaines possible, et ensuite si on est éliminé, de continuer à avoir le maximum de présence sur les réseaux sociaux, de se dire soit en clashant des gens, soit en sortant avec un tel, en alimentant des rumeurs et tout. Et moi, il y avait un autre détail, c'est qu'effectivement, ça peut aller très loin dans l'intimité. C'est-à-dire que il y avait Julien et Manon, ils avaient lancé, avant la naissance de leur enfant, un compte Instagram. Ils s'étaient pris des gros taquets dans la gueule, s'étaient fait bâcher. Je me suis dit, bon, il y a une limite. Et en fait, non, je me suis rendu compte que Jazz, qui vit à Dubaï maintenant avec son copain qui est aussi une star de télé-réalité, j'ai vu là, elle a un compte. Je reprends une note parce que je ne veux pas me tromper sur les prénoms, qui sont un peu. Voilà, c'est des prénoms très anglophones. Elle a une fille qui s'appelle Chelsea, qui a 530 000 abonnés, alors qu'elle a genre 1 an et demi, je crois, même pas. Et il y en a un autre, donc le petit frère qui est pas encore né, qui s'appelle Kaden, je crois, et qui a 190 000 abonnés avant même d'être né. C'est-à-dire qu'il y a les photos d'échographie et tout, et ça, ça fait partie de leur storytelling, quoi. C'est-à-dire, pour toi, il y a vraiment zéro limite à l'intimité pour eux ou... Je sais pas, je pense que
Déjà, cette question de l'intimité, elle est, on se la pose beaucoup en France. Par exemple, quand Manon et Julien ont créé le compte Instagram pour Thiago, le fameux. Mais aussi avec W9, il y a eu tout un événement pour la naissance de Thiago. Il y a eu tout ils ont fait documentaire en plusieurs parties. En plusieurs parties. Et ça a vraiment choqué les gens. Alors que si on regarde au niveau de la télé-réalité internationale et juste américaine, c'est des barrières qui sont franchies constamment. Et je veux dire, quand dans l'incroyable famille Kardashian, on voit littéralement Kourtney accoucher devant les caméras, et c'était il y a des années, ça choquait pas trop, et je dis pas que ça doit choquer ou ça ne doit pas choquer, mais juste c'est intéressant de se dire qu'en France on a vraiment cette question de est-ce qu'on va trop loin, est-ce qu'ils vont trop loin. Et moi là encore, il y a dans la barrière de l'intimité qui avait été franchie, il y avait là encore un moment qui m'avait c'est pas bien de se moquer parce que bon, elle a eu une intoxication alimentaire. Mais les snaps de Kim Glo qui raconte Kim Glo. qu'elle avait la gastro et elle était limite elle faisait son testament, je crois. C'était quand même assez incroyable. Du coup, qu'est-ce qu'elle m'a dit? De mettre du sucre dans de l'eau et de me prendre un Smecta puisque c'est ce que j'avais à la maison. Voilà, super, je vais vachement guérir avec ça. Je viens de me réveiller, j'ai survécu à cette nuit. Et je viens de voir les snaps que j'ai fait, j'étais en pleine crise d'angoisse. C'est dingue. En fait, c'est tellement horrible les symptômes d'une gastro ou quoi que j'ai cru que j'allais mourir, mais vraiment. Du coup, je fais une crise de panique. C'est dingue. Oh. Ah là là. Alors effectivement, donc, derrière cette omniprésence qu'ils ont sur les réseaux sociaux, il y a des vraies nécessités pour eux de survie. Ouais, totalement, j'ai l'impression que la première, c'est qu'il y a un vrai besoin d'exister en permanence. Et en quoi les réseaux sociaux, selon toi, ça leur a permis de vivre, concrètement de faire un vrai business pour eux, quoi, de se dire je sors d'un plateau de tournage, grâce aux réseaux sociaux, je vais pouvoir continuer cette vie-là. Qu'est-ce que ça leur a apporté pour toi? Je pense que l'implication des réseaux sociaux dans la vie des stars de télé-réalité, c'est arrivé à un moment où la télé-réalité était déjà bien ancrée en France. Les premières saisons de Secret Story, on n'avait pas Snapchat et Instagram pour les suivre, et donc je pense que ça a vraiment répondu à un besoin des vrais fans de télé-réalité qui est une fois que c'est terminé, j'ai plus de nouvelles, quoi. Et c'est éventuellement besoin... les magazines People, exactement. ou les téléréalités qu'ils enchaînaient. Enfin, les anges de la télé-réalité, c'était ce principe-là, quoi. C'est exactement ça. Je pense que c'est pour ça que les anges existent. C'est parce que à un moment, il y a quelqu'un de, je pense, très intelligent au niveau de la production qui s'est dit tiens, les gens ont suivi telle personne dans Secret Story pendant 3 mois. Ils ont adoré ou détesté cette personne, peut-être que ça les intéresserait de les revoir. Et donc il y a eu les anges, et je pense que c'est les réseaux sociaux, c'est du même acabit, quoi. C'est vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Mais moi le premier, quand je regarde les Marseillais, et que chaque soir je me demande mais qu'est-ce qui va se passer avec Kevin et Carla, quand les Marseillais c'est terminé, je me dis Dieu merci, je vais pouvoir suivre ça, soit sur leur compte ou soit sur les comptes dédiés à ça, quoi. Ouais, parce qu'en plus souvent comme c'est tourné des semaines en avance, eux, ils se filment en train des fois de réagir à l'émission, où ils commentent, où ils ajoutent des éléments, ils entretiennent un vrai drama. C'est-à-dire que le lendemain, sur les sites People, t'auras un tel réagit à un tel. Exactement. Est-ce qu'au final, ils sont de nouveau ensemble? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble et tout? Et tu disais, Kevin et Carla, c'est un feuilleton qui est incroyable, entre guillemets, à l'échelle de ce milieu-là, parce qu'ils ont été ensemble, je sais pas, peut-être 18 000 fois. À peu près. Ils avaient vraiment rompu, puis apparemment ils sont de nouveau ensemble et tout. Les derniers rebondissements, c'est beaucoup trop. Vraiment, je pensais vraiment que la dernière rupture était la bonne. Et là, je suis choqué. Et c'est fou parce que tu te dis aussi des fois, mais est-ce que, il y a un côté, ils font forcément un peu exprès parce qu'ils savent que ça va leur permettre
de surnager dans la masse d'infos, etc. Et de se dire, bah, on va parler de nous, on va gagner peut-être des abonnés, genre de choses. Bah, y a toujours cette question, de toute façon, quand tu penses à la télé-réalité, il y a toujours la question du script, et qui se posait vachement avec Secret Story. Et je pense que maintenant, on est à une époque où il y a tellement de télé-réalité que les candidats qui participent à ces émissions connaissent les codes. Donc même si, imaginons qu'il y ait zéro script dans les Marseillais, les candidats savent quoi faire et savent comment alimenter tout ça. Et effectivement, donc il y a l'aspect donc de survivre en termes de visibilité, et puis il y a tout l'aspect financier, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, pour eux, ça leur a permis d'avoir une manne financière. Donc il y a la fameuse société Shona Evans qui est gérée par Magali Berda, qui, je pense, représente toutes les stars de télé-réalité, ou presque. Ouais, presque. Ouais. Et grâce à qui ils font les mêmes partenariats permanents. C'est-à-dire que on voit des trucs pour du blanchiment dentaire, pour des bonbons. Enfin, il y a vraiment tout un tas de possibilités. Il y avait même l'autre jour, je regardais Nicolas Lodina, le fameux Nicolas qui est belge. Je crois qu'il proposait sur ses stories Instagram aux gens d'acheter des banderoles publicitaires pour un match de Five qu'il allait faire en direct. Enfin, je veux dire, ça va ultra loin. Super loin. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, parce que tu dis justement avec Shona Evans, ils ont tous les mêmes et tout, et moi personnellement ça m'attriste grave, pas vraiment par rapport au... Enfin, oui, au niveau déontologie, tout ça, ça me touche un peu, mais c'est surtout en tant que personne qui suit des gens télé-réalité sur Instagram, c'est c'est très fade maintenant, c'est-à-dire que vraiment si j'actualise mon feed Instagram, il va y avoir 5 posts pour les bonbons Fizzy là où voilà, et tout se ressemble, et il y a vraiment plus aucune originalité. Alors je suis d'accord que les candidats de télé-réalité des Marseillais, c'est pas les candidats de Project Runway, quoi. Je m'attends pas à avoir des posts Instagram sur les choses folles qu'ils ont faites, mais il y a quand même des personnalités assez importantes, donc c'est super triste que tout soit uniformisé comme ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je te disais un petit peu avant qu'on commence à enregistrer, c'est que c'est souvent des produits cheap, enfin vraiment des marques. Bébriand, c'était lancé par un ancien candidat de télé-réalité, c'est ça, Thibaut, qui est le futur mari ou mari. Je suis pas sûr s'ils sont mariés encore, mais il est en couple avec Jessica, qui est une autre candidate de télé-réalité, superstar des Marseillais, qui elle avait réagi parce que il y a quelques temps, on avait appris que Louboutin refusait d'être associé à ces personnages de télé-réalité, et elle, avec d'autres candidats, ils avaient réagi parce il y avait je crois un truc en justice presque même, où on leur interdisait de porter ça sur les plateaux télé, enfin en tout cas de se montrer avec. Après, donc on n'est plus le droit de les porter. Je trouve ça minable en fait, parce qu'il faut être quelqu'un pour porter ta paire de chaussures en fait. Si t'es pas un mannequin, t'as pas le droit. Si t'es pas quelqu'un de connu, d'avoir une bonne image, on n'a pas le droit. Il faut être qui en fait? Faut pas être boulanger, faut pas travailler à l'usine, faut pas faire télé-réalité, faut pas faire quoi en fait? Faut que tu nous dises, parce que du coup on sait plus. Donc il ne veut plus qu'on porte ses chaussures en tournage, donc pas de problème. Moi personnellement je vais pas les jeter, voilà, je les ai payées, ça coûte quand même un vrai budget pour ceux qui connaissent les prix, donc on va pas les jeter. Je les mettrai de temps en temps comme j'ai toujours fait, mais je n'en achèterai plus des nouvelles, ça c'est clair et net, voilà. À moins qu'un jour on décide que je sois quelqu'un pour porter ces chaussures. La blague, non mais j'ai jamais vu ça. Mais j'adore cette intervention de Jessica, parce que elle est super drôle, parce que Jessica est quand même assez drôle, mais ça soulève vraiment un mépris pour la télé-réalité et pour les candidats de télé-réalité qui est assez fou, alors que enfin, quand Louboutin interdit à des stars de télé-réalité de porter leurs chaussures, je comprends pas vraiment cette décision, parce que c'est faire comme si ces personnes n'avaient pas une influence énorme sur les jeunes d'aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment mal comprendre, parce que potentiellement les fringues chic, un peu chères, etc., qui sont vachement plébiscitées par les stars de télé-réalité, bah ça va te donner envie aux jeunes. Et donc c'est vrai que c'était un moment assez marquant, et donc c'est pour ça aussi qu'on voit les stars de télé-réalité faire des pubs pour des marques de blanchiment, des bonbons, ou voir des contrefaçons avec des faux sites. Oui, on verra jamais de toute façon un partenariat avec Chanel et Kim Glow, quoi. Enfin, je dis Chanel
personnel, mais en vrai même une marque de fast fashion genre Zara ou quoi que ce soit. Je veux dire, quand tu les vois, Manon Marceau, elle fait beaucoup de partenariats avec des sites de fringues. C'est des sites dont t'as jamais entendu parler. Et je pense que de toute façon, ils ont pas le choix. Non, et justement, enfin, moi, au final, je trouve ça assez triste parce que j'ai l'impression, quand je les vois, c'est qu'ils profitent tant qu'ils peuvent. C'est-à-dire que tant qu'ils peuvent faire des tournages, tant qu'ils sont pas casés, c'est-à-dire que être marié avec des enfants, ça complique les tournages. Là, Manon et Julien, ils font ça tant qu'ils peuvent. Il faut que le bébé soit à côté de la maison où il tourne, etc. C'est toute une organisation. Et au final, et puis c'est un peu dur de s'extirper de ce milieu-là, de se dire, je vais faire autre chose, je vais faire de la chanson, je vais sortir des livres. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués, mais d'un côté, pour parler encore des Marseillais, ceux qui sont là depuis longtemps, je trouve qu'ils gèrent ça parfois d'une manière assez intelligente, parce que par exemple Thibaut, le fiancé ou mari de Jessica, il a lancé Baby Bryant, je sais pas, un kit pour se blanchir les dents, et ce qui était que je pense être un coup de génie, parce que du coup il s'est fait sponsoriser, enfin il sponsorise ses produits par tous ses potes qui sont des candidats de télé-réalité. Donc t'as ça, et t'en as d'autres, par exemple Julien Tanti qui a ouvert une pizzeria à Marseille, Kevin Gage des Marseillais aussi, qui a lancé un restaurant de sushi, Carla qui a lancé un truc d'esthétique, je crois, et Jessica qui lance des salons de coiffure. Je crois qu'elle a ouvert plusieurs salons de coiffure. Donc je me dis que quelque part il y a quand même une porte de sortie si c'est vraiment les stars de leur programme. Et le problème dans ces programmes, c'est qu'il y a aussi plein de chair fraîche, quoi, qui sont là juste pour remplir les nouvelles saisons, et dont on n'entend plus trop parler après, qui vont tenter les Princes de l'amour une ou deux fois, et après ils galèrent vraiment à revenir. Et pour eux, là, je pense que vraiment les réseaux sociaux, c'est le seul les réseaux sociaux et le partenariat, les sponsors, c'est le seul moyen d'exister pour l'instant. Mais oui, il n'y a aucune durée sur la longueur, quoi. Donc c'est assez inquiétant pour eux. Je m'appelle Morgane Anselme et j'ai participé à Secret Story en 2011. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai fait cette émission, et récemment j'ai publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour parler de mon expérience, parce que depuis 7 ans j'ai fait plein de choses, j'ai fait une école de journalisme, j'ai lancé un blog, une chaîne YouTube, et que j'avais besoin de revenir sur cette expérience. Quel bilan t'en fais aujourd'hui, parce qu'il y a eu plus de 3 millions de vues, enfin ça a été énormément partagé, etc. Avec le recul, quel bilan tu fais de cette vidéo, de ce témoignage ? Je fais un bilan hyper positif de cette vidéo, dans le sens où j'avais l'impression que ce serait impossible de rétablir la vérité, ou en tout cas une partie de la vérité, de ma vérité sur la télé-réalité et sur les coulisses, parce que il y a un aspect quand même assez compliqué en tant que candidat, qui est que quand on est dedans, on n'a pas le contrôle sur ce qui est diffusé, sur ce qui se passe, et au moment où on sort, on n'a plus accès aux caméras et à la visibilité, puisqu'on n'est plus dans l'émission. Et moi, ça m'avait perturbé énormément de me dire que j'aurais beau en parler avec autant de gens que je voulais, je pourrais jamais complètement rétablir les choses, puisque je pourrais jamais toucher tous les gens qui avaient regardé l'émission et qui donc avaient été exposés à des informations tronquées. Et le fait qu'il y ait eu un soutien comme ça, que ça a été repris autant et vu par autant de gens, je me dis qu'en fait, si j'ai peut-être réussi à toucher une bonne partie des gens qui avaient été exposés à ça, aux images il y a 7 ans, ou en tout cas qui regardent de la télé-réalité, et je me dis ok, j'ai pu faire une différence quand même. Et donc dans ce témoignage, il y a un moment qui m'a particulièrement intéressé, c'est donc quand tu parles notamment des réseaux sociaux et de ce que ça apporte, et j'ai extrait juste un petit passage de la vidéo.
Dans les trucs cool, il y a aussi le fait qu'on prend des dizaines de milliers de followers sur tous nos réseaux sociaux, comme ça, d'un coup. Et encore à mon époque, c'était les débuts de Twitter et d'Instagram, mais maintenant, ils prennent 100 000 followers direct. Et donc, on a ce shoot de notoriété qui peut faire tourner la tête si on fait pas attention, mais il faut faire attention, parce que cette célébrité-là, elle est éphémère. La durée de vie médiatique d'un candidat, c'est 4 à 6 mois par télé-réalité. Et même pendant cette période où on est censé être au pic de notre kiff, et bah c'est quand même compliqué parce que la notoriété c'est vraiment une médaille double face avec des hauts très hauts et des bas très bas. La première question qui m'est venue en regardant la vidéo, c'est à quoi ça ressemblait la célébrité pour les candidats de télé-réalité en 2011 à cette époque-là, donc avant l'explosion complète des réseaux sociaux. À quoi ça ressemblait? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu le vivais et par quoi ça passait surtout? La célébrité en 2011, avant l'explosion des réseaux sociaux, ça ressemblait à une forme hybride de célébrité où en fait on n'était pas complètement des stars, mais on n'était plus des anonymes non plus. Donc il y a ce truc où marcher dans la rue, c'est quand même différent parce qu'on est reconnu, prendre le métro, aller au resto, les gens nous reconnaissent et en même temps c'est pas non plus un phénomène incroyable, on n'est pas non plus des acteurs internationaux ou des talents mondialement connus. Donc c'était un truc un peu hybride et c'est vrai qu'il y avait déjà Facebook et Twitter, quelques réseaux sociaux, mais c'était pas non plus hyper marqué. Donc il y avait des endroits comme ça sur internet où on était très connus et il y avait des moments dans la rue ou dans la vie où on était reconnu, mais c'était un peu en pointillé. C'était pas partout, c'était pas tout le temps. Et donc sur Facebook ou Twitter, est-ce que les candidats qui sortaient de télé-réalité, ils alimentaient ces réseaux-là? Est-ce qu'il y avait déjà une forme de narration de leur vie pour continuer un petit peu, entre guillemets, à exister par la suite, ou c'est venu plus tard? Non, déjà à l'époque, il y avait ça. Déjà à l'époque, il y avait des grosses pages Facebook avec, à l'époque, 50 000 abonnés, c'était beaucoup. Et même sur Twitter, c'est vrai qu'on prenait assez volontiers la parole sur les réseaux sociaux pour renouer, pour avoir un lien avec les gens, pour garder le lien aussi, puisqu'on n'est plus dans l'émission, on n'a plus accès à de la visibilité, en tout cas médiatique, télévisée. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un endroit où on pouvait reprendre un peu le pouvoir sur l'histoire pour se raconter et maintenir un lien avec les gens. Donc déjà à l'époque ça marchait. Tu parles de reprendre le pouvoir un peu sur l'histoire grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un des trucs très importants pour toi de pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, grâce aux réseaux sociaux, de se dire, de sortir du discours des images qu'on voit à la télévision, de raconter sa propre version. C'est une vraie utilité, les réseaux sociaux, quand on a fait une télé-réalité sur ce point de vue-là. Ouais, parce que ça permet de reprendre la main sur la narration, de pouvoir vraiment communiquer, d'être nous-mêmes, en fait, de pouvoir d'avoir un lien direct avec les gens et de pouvoir montrer qui on est. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait un blog et je l'avais appelé morganroux.com. C'est pas pour faire de la pub que je dis ça, mais c'était justement parce que je voulais pas qu'on m'appelle Morgane de Secret Story toute ma vie et que j'avais besoin de prouver que je savais écrire, que j'avais un cerveau et de rétablir un peu mon identité par rapport à celle qui avait été donnée dans le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que ton profil dénote vraiment avec celui de beaucoup de candidats de télé-réalité. Ma première question, c'est vrai qu'entre donc Secret Story en 2011 et aujourd'hui, il y a eu une vraie transformation. Les candidats télé-réalité sont devenus, comme on dit, un peu des influenceurs, etc. Ils ont des fois plus d'1 million d'abonnés. Comment tu expliques que pour ces personnages-là, ça soit devenu des outils indispensables? C'est une question de survie médiatique? Je ne sais pas si c'est une question de survie médiatique. Je pense qu'il y a un côté business. Il y a le fait que c'est un moyen de prolonger la célébrité, mais aussi de continuer à avoir des revenus, puisque les réseaux sociaux, c'est aussi un business. Et que c'est vrai qu'à partir du moment où on a beaucoup d'abonnés, derrière, il y a des placements de produits qui se font. Alors, c'est pas forcément qualitatif. Ça, c'est vraiment... il appartient à chacun de décider, en fait, quoi en faire. Évidemment, je vois parfois des profils de candidats télé-réalité avec beaucoup de followers, ça se compte en millions, et quand je vois ce qu'ils en font, je me dis c'est dommage parce que c'est que du placement de produits, donc en fait c'est que
c'est que de la fructification, de la monétisation de l'audience, alors que c'est, en fait, chacun maintenant a une plateforme personnelle. Je trouve qu'il y en a qui font beaucoup de publicité et pas beaucoup de création de contenu, ou qui font pas beaucoup de création tout court, artistique ou quoi. Mais après, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai fait le choix d'être plus dans la création, et parce que j'avais des envies comme ça, et j'aime écrire, et je voulais faire du contenu plutôt lifestyle, sur le bien-être, sur l'écologie, mais c'est aussi par rapport à ma sensibilité. Mais c'est vrai que j'étais pas en recherche de followers et de maximiser les chiffres, quoi. Mais justement, c'est intéressant parce que t'aurais pu jouer entre guillemets la carte de la facilité et faire des partenariats pour du blanchiment dentaire, des bonbons, ce genre de choses. Je suppose que on t'a sollicité ou peut-être qu'on continue à te solliciter. Je les ai vus, les emails. Ouais. mais justement, comment tu te détaches de ça, et ne serait-ce que financièrement, je pense que c'est peut-être moins intéressant justement de miser sur le contenu plutôt que sur ces revenus plus faciles. Alors ça c'est sûr. Après, je sais que quand je suis sortie de Secret Story, même en ayant ma notoriété de candidate post-télé-réalité, je souffrais un peu du syndrome de l'imposteur, où je me disais, mais en fait, je suis visible, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai accompli ? Normalement, la célébrité, c'est lié à quelque chose, à un talent, à une capacité particulière. C'est parce qu'on a accompli quelque chose d'extraordinaire, ou parce qu'on est reconnu pour quelque chose. Et je me disais, mais là, je sors d'une télé-réalité, je suis connue, mais pourquoi ? Et je me disais, il faut que je fasse mes preuves, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai fait mon blog, et j'avais vraiment ce besoin de rendre cette visibilité légitime. Et même en faisant mon blog, j'ai eu une sorte de révélation où je me suis dit, ok, j'ai une visibilité, j'ai envie d'en faire quelque chose de bien, de positif, et j'ai décidé d'être blogueuse assez écolo, assez responsable, voilà, de parler de produits de beauté bio, de mode éthique. Mais quand j'ai fait ce choix-là, je savais que je réduisais mes revenus. Et pareil pour Instagram, mais pour moi, sur le long terme, en fait, j'avais pas envie de me cramer. Et comme je voulais justement construire quelque chose sur le long terme avec une image positive, et utiliser la visibilité que j'avais de façon positive, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai peut-être moins d'argent, mais au moins je serai fière de ce que j'ai fait. Parce que personnellement, j'arrive pas à faire un truc dont je suis pas fière. Mais après, ça, c'est une question vraiment de choix personnel. Il y a des candidats qui font des trucs sympas, intéressants, qui deviennent youtubeurs, qui deviennent blogueurs, qui font vraiment des créations sympas. Il y en a d'autres qui se disent, je vais pas me fouler, moi j'ai une visibilité, voilà, je peux faire des placements de produits, puis c'est tout. Et puis c'est aussi pour eux, faut en profiter tant qu'ils peuvent, j'ai l'impression. Oui. Aussi, oui. C'est ce que tu dis aussi dans la vidéo, l'aspect durée de vie, quand ce genre de visibilité là, c'est quand même très réduit. C'est-à-dire j'ai l'impression que des gens, je sais pas, comme les Marseillais, etc., tant que ils peuvent le faire, ils y vont à fond, et j'ai l'impression qu'ils essayent un petit peu d'assurer un peu leurs arrières pour après, si éventuellement ils n'ont pas forcément de projet très précis, quoi. Ah oui, ouais, ça c'est sûr. Encore une fois, la célébrité, c'est pas un truc linéaire et fixe, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça monte, des moments où ça descend, et c'est sûr que quand ça descend, c'est un peu qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je peux faire après, et donc il y en a qui cherchent toujours à renouveler, à refaire un buzz, à continuer, quitte à faire des scandales, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les émissions. C'est compliqué à gérer, C'est pour ça que moi, la vidéo, ça m'a c'était un peu une récompense aussi de ça, parce que je me suis dit, j'ai pas explosé sur les réseaux sociaux, j'ai pas refait de télé-réalité après, alors que je pense que si j'en avais refait une après, parce que c'est tentant de se dire, ok, maintenant que je suis dans ce milieu, je refais une télé-réalité, je reprends 150 000 followers, voire plus, selon la façon dont ça se passe, et après, je suis vraiment, après, je suis bien, quoi, je peux faire des partenariats, je peux faire des placements de produits, je peux gagner de l'argent, c'est tentant, mais le problème, comme je le dis dans ma vidéo, c'est que malheureusement, on nous laisse pas être heureux et bien dans ces émissions. Il faut toujours que ce soit un peu glauque, qu'il y ait des scandales, qu'il y ait des choses compliquées, sinon ça fait pas d'audience et tout. Donc pour moi, c'était pas un bon choix, mais parfois je me disais,
est-ce que j'ai pas loupé un truc, est-ce que j'aurais peut-être dû quand même essayer de continuer, ne serait-ce que pour faire passer plus de messages. Et maintenant je me dis bon bah voilà, je suis peut-être pas celle qui a le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais au moins j'ai fait une vidéo qui a fait 3 millions de vues et j'ai pu faire passer un message là-dedans. Je regrette pas. À choisir, je préfère ma vidéo et la façon dont j'ai fait les choses. Et alors, il y a un autre aspect qui me semble important sur la façon de gérer les réseaux sociaux quand on sort d'une telle visibilité, c'est la part d'intime, de vie personnelle qu'on donne. Il y a des candidats de télé-réalité, là j'en parlais avec Gabriel, et il y en a qui ont lancé des comptes pour leurs enfants, voire leurs enfants qui ne sont pas encore nés. Toi, comment tu fixes le curseur, parce que les réseaux sociaux avec les stories surtout, ça pousse à alimenter quotidiennement, ou comment tu gères ça, comment tu dis ça je vais en parler, ça je vais pas en parler? Alors moi j'ai appris à mettre une limite sur ma vie privée, mais aussi en tant que blogueuse. Je pense que c'est la question de où est la limite de la vie privée sur les réseaux sociaux. Ça se pose pour les candidats de télé-réalité. Alors c'est peut-être plus compliqué pour eux parce que quand on est habitué à être filmé, quand on mange, quand on se douche, quand on va aux toilettes, etc., c'est difficile après coup de se dire où est-ce que la limite se trouve. Mais pour moi, la limite, elle est quand ça implique des gens de ma famille ou des proches qui n'ont pas forcément envie d'être exposés. Je fais pas le choix à la place des autres de les exposer. Si je filme des gens, c'est parce que je sais qu'ils sont à l'aise avec ça. Donc, je filmerai pas un enfant en bas âge et j'expose pas non plus ma grand-mère ou mes parents à tout va. Ça se fait de temps en temps, mais c'est parce que, encore une fois, je sais qu'ils sont d'accord pour. Et ma limite, elle est aussi sur ma vie sentimentale parce que j'ai appris que les gens pouvaient être très curieux et que ça flingue de relations, ça peut mettre une pression et tout. Alors, si c'est quelqu'un à qui ça pose pas de problème d'être exposé et tout, c'est pareil, pourquoi pas. Mais je trouve ça compliqué d'exposer. En fait, le problème quand tu exposes des relations sentimentales, c'est que le jour où ça s'arrête, du coup, il faut expliquer et que quand tu viens de rompre avec quelqu'un, tu as tout sauf envie de faire un post sur les réseaux sociaux pour expliquer le pourquoi du comment, quoi. Oui, ça peut donner des situations vraiment complexes. Et d'autant plus, on parle, le fait de se justifier face à des abonnés, ces abonnés-là qui peuvent être très dur. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, notamment avec les gens qui viennent de la télé-réalité, qui en sont partis, c'est que j'ai l'impression que plus que pour d'autres types de personnalités sur Internet, les gens se permettent beaucoup plus facilement de se moquer ou d'insulter, ce genre de choses. J'ai l'impression que presque ils se sentent permis, qu'ils ont l'impression que les candidats de télé-réalité sont là pour être constamment moqués. Toi, dans quelle mesure tu as dû gérer de la hate en ligne et comment tu fais face à ça, à des commentaires qui peuvent être désagréables, ce genre de choses? Même si je pense que, et notamment depuis la vidéo, tu as dû recevoir beaucoup de messages de soutien ou bienveillants en tout cas. Oui. Alors, pour le coup, depuis la vidéo, j'ai eu beaucoup de messages positifs et beaucoup de gens qui, justement, me disent « Ah ouais, on se rend compte qu'on a peut-être été trop rapide à juger les candidats ou à parfois être négatif. » Et ça m'a fait plaisir de l'entendre. Et comment on gère ça? Alors, c'est vrai que quand on est candidat de télé-réalité, malheureusement, les émissions sont fabriquées de telle manière à ce qu'on soit présenté comme des punching balls un peu médiatiques, ou en tout cas les gens sont amenés à être désolés pour nous, avoir pitié de nous, et parce qu'on est tellement montré dans des situations ridicules et ridiculisés dans la narration, etc. Mais aussi parce que on pleure facilement et qu'on se met dans des états assez compliqués. Mais bon, après, quand on connaît l'envers du décor, on se rend compte que c'est parfois compréhensible. Mais moi, je l'ai géré soit on ignore, soit on répond, parce que parfois les gens vont très loin en se disant de toute façon ils vont pas répondre, ça leur fait du bien de se lâcher. Et moi je le gérais parfois en montant un peu au créneau, mais sans partir dans des extrêmes, quoi, mais juste en répondant aux gens parfois et en leur disant mais tu penses que tu sais de quoi tu parles, ou tu penses vraiment que c'est légitime de dire ça, ou que tu peux dire ça à quelqu'un que tu connais pas et tout. Et souvent, quand on monte un peu au créneau, au bout d'un ou deux tweets, les gens arrêtent, ils se tassent, quoi. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est bête. Après, quelqu'un qui vient et qui déverse un flot d'insultes complètement hors contexte, il n'y a rien à répondre, quoi. Il n'y a rien à répondre. Et de toute façon, moi, ça me touche pas parce que
je me dis bon, c'est évident que c'est quelqu'un qui a juste envie d'insulter à tout va. J'ai une toute dernière question parce qu'effectivement là donc on discute via Skype notamment parce que tu es sur un autre continent aux États-Unis. Est-ce que tu peux simplement nous dire un petit peu quels sont tes objectifs parce que tu as déménagé à Los Angeles en Californie il me semble et voilà pourquoi tu as fait ce choix et quelles ambitions tu as là-bas en fait? Absolument, avec grand plaisir. Alors j'ai déménagé à Los Angeles récemment et je suis tombée amoureuse de cette ville pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, ma passion, c'est l'écriture et que le rêve absolu, ce serait d'être scénariste pour des séries télé ou d'écrire, d'être journaliste pour des médias reconnus en parlant de séries télé, de cinéma. Donc je suis toujours quand même dans la création et le storytelling, on va dire. Et pour ça, Los Angeles, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup d'opportunités. Mais il y a aussi le fait que la première fois que je suis venue à Los Angeles, je me suis sentie libérée de mon passé, de l'étiquette de Secret Story et j'ai senti vraiment ici une nouvelle vie possible. Une nouvelle vie où, parce que bon, c'est vrai que déjà c'est un autre pays, c'est un autre continent, donc ici tout le monde s'en fout de Secret Story. Et en plus, il y a aussi ce côté très américain où le passé est pas si important et t'as pas d'étiquette et tu dis voilà, aujourd'hui je fais ça et si ce que tu fais c'est bien, et ben tout le monde s'en fout de ce que t'as fait avant et d'où tu viens. Et ça m'a fait du bien aussi d'avoir ce nouveau départ devant moi. Et du coup, je me suis dit, allez, j'ai fait des démarches, j'ai obtenu un visa et là, je déménage ici avec un nouveau départ, quoi. Un grand merci à Morgane Anselme d'avoir accepté de discuter avec moi. Je vous conseille vraiment sa vidéo témoignage disponible sur sa chaîne YouTube. Merci également à Gabriel Piozza de Vanity Fair d'avoir pris du temps pour parler de Carla et Kevin avec moi. Merci aussi évidemment à Justin Izu, Justin Ganivet, sans qui cet épisode n'aurait pas pu être réalisé tout simplement. Merci à vous d'avoir écouté cette petite émission. J'espère qu'elle vous a plu et je voulais vous remercier encore pour les retours sur le premier épisode et le nombre d'écoutes. Vraiment, je m'y attendais pas. Donc voilà, n'hésitez pas encore à laisser un commentaire, à vous abonner si ça vous intéresse. L'épisode normalement est progressivement disponible sur différentes plateformes de podcast, donc vous pouvez aussi les écouter dans le métro plus facilement que sur YouTube. Merci encore d'avoir pris le temps de venir sur cette chaîne, dans cette émission ou sur ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.